Salut, moi c'est Guillaume, je suis le cofondateur et le CEO de Pictarine. Ça fait 15 ans que je fais ce métier d'entrepreneur et ça fait 15 ans que je le fais avec la même boîte. Moi, ma mission avec Pictarine, c'est de rapprocher les gens grâce à la photo, les aider à être un meilleur proche, les aider à être un meilleur Père Noël. Et concrètement, ce que je fais, c'est que je permets aux gens d'imprimer des photos depuis leur téléphone et d'aller les chercher de manière instantanée, enfin pratiquement 20 minutes après, en magasin. On est disponible exclusivement aux US et avec un réseau de 23 000 magasins partenaires. Et par contre, toutes les équipes sont à Toulouse. Donc 100% des gens sont en France et 100% des gens qui nous financent, finalement, nos clients, sont aux États-Unis. J'ai hâte de ta présentation dans 3 jours. Moi, c'est toujours Florent et je suis toujours CEO de Brigade. Brigade, c'est une place de marché qui aide les entreprises et les acteurs du soin de la santé et de la restauration et dans quelques semaines de l'éducation à mieux recruter et aux carrières dans ces métiers-là de se faire de manière plus agréable parce que ce sont des métiers dont on a absolument besoin pour demain. C'est une boîte qui a bientôt une dizaine d'années, qui est financée à hauteur d'à peu près 50 millions d'euros, donc 6 milliards de francs Pacifiques. On est une petite centaine de collaborateurs et on traite à peu près 400 000 demandes de recrutement par an. Voilà, en France et en Angleterre. C'est ma 3e société. J'ai créé deux projets avant. Donc je suis entrepreneur depuis une quinzaine d'années maintenant. Et je me pose toujours la question de ce que c'est le succès. Donc Romain, il faut que tu nous introduises cette table ronde pour qu'on puisse y répondre. Eh ben, c'est une super passe décisive puisque le succès, c'est, comme tu disais, quelque chose de très difficile à définir. Il y a quelques métriques qui sont connues dans les startups comme le nombre de clients, la vélocité de la croissance, les fonds levés peut-être pour certains, bien que c'est un sujet peut-être un peu contradictoire. La capacité de financement, les fonds propres, il y a plein de mesures différentes qui peuvent définir le succès. Mais aujourd'hui, on est dans une étape quand on se lance où on ne sait pas trop forcément ceux qui sont les premiers à regarder. Donc au lieu de se concentrer peut-être sur le succès, peut-être se concentrer sur comment construire, comment se préparer en tout cas, ou comment bien se préparer lorsqu'on veut monter sa boîte. Donc tout à l'heure, on parlait du bon moment pour se lancer. Ok, ça y est, maintenant c'est bon, on est lancé. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Comment on construit des bonnes fondations pour pouvoir s'assurer, en tout cas, de ne pas aller droit dans le mur? Waouh. Alors c'est marrant parce que moi je m'étais pas du tout préparé au succès, je m'étais plutôt préparé à l'échec et j'ai bien fait parce que j'ai beaucoup échoué. Je trouve que se préparer au succès c'est un problème de riche que j'ai pas eu pendant longtemps, donc j'étais pas préparé quand c'est arrivé et tout d'un coup il y a eu ce qu'on appelle l'attraction, c'est arrivé d'un coup, les chiffres ils sont envolés et on avait fini par bien faire notre travail après 5 ans de persévérance. Peut-être pour répondre un peu à ta question, je pense que les fondations, c'est beaucoup lié à l'équipe. Et moi, j'ai un cofondateur, et c'est mon âme sœur business. C'est devenu un ami avec le temps. Ça fait 15 ans, et on est toujours ensemble. Et ça, c'est assez rare, en fait, d'avoir un couple de fondateurs qui se suivent aussi longtemps. Et je pense que c'est une histoire de valeurs et de bonnes discussions. C'est-à-dire que lui, il a 48% de la boîte, moi j'ai 48%. C'était une bonne discussion qu'on a eue et on est OK avec ça, et on est toujours OK avec ça. Et parfois, si c'était amené à changer, j'ai confiance en lui pour qu'on ait cette discussion. Donc moi, je commencerai par dire les fondations, c'est l'équipe et c'est la relation qu'on a avec ses associés. Ouais, je suis assez d'accord avec Guillaume. Il y a un point commun aux projets qui durent et aux projets qui marchent. Ce sont des projets qui, savent à peu près où ils veulent aller, savent pas forcément comment ils veulent y aller, mais savent, voilà, ça c'est la direction qu'on veut donner. Ça peut changer, mais si ça change, ça passe par une discussion entre associés. Et je suis assez d'accord avec toi. Alors, en plus, j'ai vécu la perte d'un associé, parce qu'on en a un qui nous a mis un petit coup de poignard dans le dos après 6 mois de projet et qui s'est barré avec un chèque.
Mais une fois que ça s'était réglé, la personne avec qui je suis associé aujourd'hui, ça fait 9 ans qu'on est associés dans ce projet-là ensemble. Et en fait, ça fait 5 ans qu'on bossait ensemble déjà sur d'autres projets avant. Et je trouve que cette espèce de socle de fondateur qui se traduit, comme tu l'as dit, par des valeurs communes. Et c'est amusant parce qu'avec mon associé, on est très très différents. S'il était là sur scène, il serait bien habillé, en chemise et tout, alors que normalement, il est plutôt technique et produit. Et moi, je suis censé être le commercial et je suis toujours très mal habillé en t-shirt. Donc quand on nous voit de l'extérieur, on se dit, ils n'ont rien à voir. Et en fait, il y a un socle de valeurs communes qui est hyper fort. On partage, on a une vision de la société, une vision de comment on a envie d'organiser nos vies perso, une vision aussi comment on veut que cette boîte fonctionne et probablement un peu de qu'est-ce que veut dire le succès pour notre projet ensemble qui se rejoignent. Et donc ouais, pour moi, le socle de départ, c'est valeurs communes, vision commune. Sans ça, de toute façon, même si tu as le bon timing, comme on disait tout à l'heure, ça ne marchera pas. Parce qu'au premier coup dur, il y a tout qui va se fissurer, tout qui va s'effondrer. Ouais, c'est un bon point. Du coup, on parle de l'équipe et là, essentiellement de la partie cofondateur, donc associé, personne avec qui on se met. Il y a un sujet que tu as abordé aussi qui est assez intéressant, c'est celui de la vision. Tu l'as parlé dans le cadre de la vision, de l'alignement de la vision avec le cofondateur. Il y a aussi peut-être l'importance de définir justement cette vision du projet quand on le lance. Cette vision et potentiellement la mission qu'il a. Vous deux, quand vous en parlez, on sent assez clair la vision que veut apporter, enfin qu'a votre projet. C'est important du coup de la définir très en amont, cette vision et la mission potentiellement du projet. Imagine-toi sur un bateau en pleine tempête, tu as des fuites partout dans la coque, tu as un mât qui pète, et là tu dis au capitaine, on va où, on fait quoi? Tu fais, je sais pas. Pourquoi on est là? Je sais pas non plus. Ça se passe pas bien. Franchement, là, l'équipage, normalement, s'il est normalement constitué, il se barre le plus vite possible sur le bateau d'à côté. C'est exactement pareil dans une boîte. On l'a dit tout à l'heure, vous allez prendre des murs non-stop. Si dans ces moments-là, tu peux pas te raccrocher à un truc un peu supérieur que tu es en train de construire, c'est mort. Enfin, je prends mon exemple perso. Historiquement, le projet est né dans la restauration. J'avais 100% de mon chiffre d'affaires dans la restauration en mars 2020. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé en mars 2020? Truc qui est impossible, improbable, tous les restos du monde ferment en même temps. Je perds 100% de mon chiffre d'affaires du jour au lendemain. Là, si j'ai pas un truc à raconter à mon équipe en leur disant « ça va aller, vous inquiétez pas », c'est mort, c'est sûr. Et en fait, on l'avait ce truc-là, et on avait notre socle de valeurs communes qui faisait qu'en plus, on savait se parler, on savait travailler ensemble, même à distance, à ce moment-là. Et c'est ça qui nous a sauvés, nous, ça c'est sûr. Et nous, on a été très mauvais, justement, on ne s'est pas du tout préparé là-dessus, on n'avait pas de vision. Et c'est pour vous dire, on est en train de se voir un peu en urgence avec mon cofondateur pour clarifier une mission de boîte après 15 ans. C'est pour vous dire à quel point on est mauvais. Alors, on est mauvais pour clarifier, mais ça ne veut pas dire qu'on est mauvais pour emmener les gens et pour les emmener avec chacun nos mots, en fait. Et finalement, la mission, elle existe déjà. C'est juste qu'elle n'est pas écrite et claire. Et alors plus la boîte a grossi, pendant longtemps on était très peu en fait, on était une quinzaine, vingtaine, et là on est plus de 70 et on va être 100 bientôt. Et donc avant il n'y avait pas besoin finalement on n'avait pas ce problème de riche, c'est-à-dire on était au quotidien avec les équipes et il n'y avait pas besoin de faire une grande messe comme là et vous expliquer et d'expliquer aux équipes. C'est ça, la vision de la boîte, on va à tel endroit. On pouvait faire ça finalement en one-on-one et ça suffisait, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas une direction claire et des valeurs claires où on était très alignés avec Max parce que on se synchronisait aussi très régulièrement. Ok, très, très intéressant. Tout à l'heure, quand on a parlé de la vision, quand on a parlé notamment de l'alignement des valeurs avec le cofondateur, c'est aussi important d'aligner son équipe, tu l'as dit justement, d'avoir une histoire cohérente à raconter. Comment est-ce qu'on juge justement un peu de l'alignement de valeurs avec un cofondateur ou alors avec une première personne avec qui on discute de ces sujets-là? Comment est-ce qu'on arrive à savoir si finalement le fit est le bon? Est-ce que ça se sent tout de suite? Est-ce que ça met du temps? Comment ça s'est passé pour vous? On en parle. Non, mais c'est vrai. Moi, traditionnellement, à chaque projet que j'ai lancé, on a toujours passé 5-6 jours avec mes associés
à discuter de justement qu'est-ce que voudrait dire un succès pour nous, comment notre ambition personnelle aussi rentre dans le projet de la boîte. Je prends un exemple tout bête, mais imagine, tu as un associé qui me dit « Moi, mon rêve, c'est de gagner 500 000 euros, et puis après ça, je suis plus heureux des hommes, et je vais partir ouvrir une ferme de je sais pas quoi, je sais pas où. » Bon, bah, si toi, ton ambition, c'est de faire 100 fois plus, c'est mal barré, quoi, parce que ça veut dire que le jour où lui, il a atteint son truc, bah, tu es tout seul, quoi. Et donc, je trouve que toutes ces discussions-là, c'est important de les avoir en amont. Et il ne faut pas avoir peur de les avoir. Je sais que quand on se lance, souvent on peut, avec son associé, on se dit « Ah, ça c'est la bonne personne, j'ai pas envie de la froisser, j'ai peur d'avoir cette discussion-là avec elle parce que parler de capital, c'est pas forcément évident, parler de sujets de rémunération, par exemple, je sais pas, dans une situation française, une personne aurait le chômage, l'autre l'aurait pas, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on paye la deuxième personne? Est-ce qu'on la paye pas? Je trouve tous ces petits sujets, en fait, tout ce qui va venir gripper la relation et le fonctionnement du couple ou du trio ou plus par la suite doit être abordé en amont. Et malheureusement, je vois beaucoup de gens qui se lancent un peu tête baissée avec quelqu'un ou plusieurs personnes. Et en fait, on se rend compte a posteriori, finalement, le rôle que je voulais, tu le fais un peu. Et pire, on n'est pas capable d'avoir la discussion. Et en fait, ça vous fait rigoler, mais après 9 ans, avec Jean, mon associé, on se voit tous les lundis soirs pendant 1h30 pour débriefer du moment, et on peut parler de nos problèmes de couple comme de nos problèmes de boîte, mais on a besoin d'être sûr que 9 ans après, on est encore sur la même longueur d'onde. Ouais, ça me parle. Nous, on se voit le mardi, 1h30. Rien à voir. Voilà, du coup, c'est pas pareil, et on boit des bières, mais voilà. Non, ouais, c'est la confiance, en fait. Et c'est intéressant parce qu'au début, tu rencontres quelqu'un, alors oui, il y en a certains qui ont 100% confiance dès le début, d'autres zéro, voilà, chacun a son système, mais faut aller chercher un petit peu des insights en fait. Donc il y a les conversations, mais il y a aussi les faits en fait. Qu'est-ce que la personne fait? Et la confiance, c'est est-ce qu'elle va faire ce qu'elle a dit déjà? Ça aide un peu en termes de système de valeurs, pour moi en tout cas c'est important. Est-ce qu'on est dans le même bateau? Et justement tu parlais de bateau, est-ce qu'à un moment il va sauter du bateau ou il a cette résilience? L'autre personne est capable de continuer. Et nous, en termes d'attente aussi, on a troisième valeur, c'est making the impossible possible. On n'est pas là pour faire une TPE, on n'est pas là pour faire une PME, on est là pour aller décrocher la lune. Et il n'y a pas de jugement derrière ça, c'est juste que nous, on est là pour ça, en fait. Et à un moment où la boîte, elle a stagné, on a failli la packager, la revendre, parce que nous, on était là pour le challenge. Et on est très alignés là-dessus. Super. Attends, tu avais la question sur les salariés en fait aussi. On n'a pas répondu à cette partie-là. Et c'est vrai que les premiers salariés d'une boîte, en plus, ton premier salaire que tu payes, c'est énorme par rapport aux moyens dont tu disposes, donc tu n'as vraiment pas envie de te planter. Et c'est vrai que mon conseil là-dessus serait quand même de bien vérifier que la personne que tu fais rentrer à ce moment-là, elle a bien compris dans quoi elle s'engageait, mais aussi que tout soit clair. En fait, à la fin, franchement, pour résumer la pensée, c'est tout sujet mérite d'avoir cette discussion, que ce soit avec ton associé ou avec tes premiers salariés. Il faut juste que ce soit clair et transparent, parce que c'est cette zone d'ombre que tu vas laisser continuer d'exister par la suite, qui à un moment vont éclater et vont faire que le projet peut tomber. Ton associé, c'est très grave, un salarié, c'est moins grave, quoique les premiers salariés sont quand même des relations hyper importantes. Ok, donc importance de bien clarifier la vision, même si l'exemple de Guillaume montre qu'on peut le faire tardivement, mais en tout cas, faut attention, bien ce que Guillaume a dit, c'est il l'avait pas formalisé, c'est pas tout à fait pareil. Et d'ailleurs, moi je trouve que les startups qui mettent leurs valeurs sur les murs, généralement c'est mauvais signe. Ça veut dire que quand on est au point d'écrire les trucs pour pouvoir les lire, c'est que ça vit pas très bien dans l'entreprise, et vaut mieux que ce soit un peu le bordel, mais ressenti, plutôt que très clair et pas vécu, quoi. Ok, donc bien l'avoir clair en tout cas dans sa tête et avec ses associés, être aligné avec ses associés et sa première équipe. Tout à l'heure, quand on parlait de déterminer le bon moment pour se lancer, on a beaucoup parlé du marché et des utilisateurs, des clients. Une des métriques sur laquelle on peut analyser le succès d'une boîte, c'est son nombre de clients ou le chiffre d'affaires qu'elle génère. En quoi focus sur son client ou sur l'expérience de son client, c'est important pour avoir une boîte qui réussit à long terme?
Alors nous, on est ce qu'on appelle une product-led company, c'est-à-dire que c'est le produit d'abord en fait. Nous, on est une boîte B2C, donc n'importe qui peut être notre client. Et là, on n'est pas, on va dire, une sales company où on vend d'abord. Nous, c'est le produit d'abord. On veut que les gens ils aient une expérience incroyable. Donc on s'est focalisé très vite sur mesurer que la personne a une expérience incroyable. Enfin, c'est ce qu'on croyait parce que ça n'a pas été incroyable au début. Il a fallu beaucoup travailler pour que ce soit un peu mieux. Et donc, le chiffre d'affaires, j'aime bien. Ça me parle. En fait, la rentabilité, c'est encore mieux. Ça me parle encore plus, mais on y viendra après, je pense. Mais la métrique nous qu'on suit, et que j'adore, c'est le chiffre d'affaires divisé par le nombre d'employés. Et ça va taper une valeur chez nous qui est l'efficience. On veut faire beaucoup avec peu. Voilà. Les métriques, il y en a plein. Nous, pour le coup, chez nous, la mission est très importante. On essaye de changer les façons de travailler des gens et des entreprises. Dans un pays comme la France, où la relation au travail elle est un peu spéciale, c'est difficile. Quand on s'est lancé là-dedans, on savait qu'il fallait qu'on donne beaucoup de sens aux salariés pour qu'ils aient envie de s'accrocher. Vous ferez vos recherches, mais je suis une société qui a été perquisitionnée quelques fois par la police. J'ai eu de grosses difficultés à lever des fonds parce qu'on vient toucher un élément hyper sensible dans notre société qui est comment les entreprises et les personnes travaillent ensemble. Si dans ces moments-là, tu n'es pas capable, comme je disais, d'expliquer à tes salariés quelle est la vision, c'est un problème. Mais il faut aussi qu'ils sentent, nous on a beaucoup mis en avant l'impact qu'on avait sur la vie des gens. C'est-à-dire que ce qui m'intéressait beaucoup plus, moi, c'était combien de vies ont changé professionnellement, combien d'infirmiers, d'aides-soignants, de cuisiniers, de serveurs décidaient de rester dans leur secteur grâce à nous, plutôt que le chiffre d'affaires de l'entreprise. Et donc c'est vrai qu'on avait défini ce qu'on appelait la North Star métrique, qui était vraiment c'est l'étoile polaire qui nous guide, et qui était le nombre de missions connectées, le nombre de prestations connectées grâce à nous, et qu'on suivait absolument en permanence, qui était affiché dans les bureaux partout. Et c'est comme ça qu'on a toujours construit nos objectifs de boîte, pas sur le chiffre d'affaires, pas sur le revenu, ce qui est un petit peu en train de changer en ce moment, parce qu'on a un modèle qui se complexifie et c'est plus dur d'avoir un indicateur clé. Pendant longtemps, ça a été ça qui nous guidait. Donc c'était vraiment lié à la mission de l'entreprise, qui est de comment on fait en sorte que les façons de travailler dans ces secteurs-là changent et combien de vies finalement on impacte à la fin. Ouais, donc il y a vraiment un truc sur lequel, au final, c'est important de se concentrer. C'est du coup, au-delà de juste générer de l'argent, c'est un peu quel problème on résout et du coup, à quelle personne on résout, enfin, quelle personne a ce problème qu'on résout, quoi. Donc, la partie expérience de l'utilisateur, la partie vraiment essayer d'amener quelque chose qui n'existe pas encore ou essayer de répondre à un problème, c'est quand même assez important pour essayer de construire quelque chose qui va tenir sur la durée. Ouais, après derrière tu mets plein d'indicateurs. Nous on avait l'indicateur qu'on mesure le plus, c'est le NPS. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça. C'est quand vous recevez une petite étude d'une entreprise qui vous dit sur une échelle de 0 à 10 comment recommander. Est-ce que vous seriez prêt à recommander ce service ou cette entreprise à vos amis. Ça c'est un indicateur qui est absolument, alors, un peu chiant toujours recevoir ce truc-là, mais c'est un indicateur pour nous qui est incroyable parce que ça mesure le niveau de viralité en fait de l'entreprise. Quand on est prêt à recommander un service à quelqu'un, franchement ça veut dire qu'on en est plutôt content. Et ça, il y a un seul levier pour avoir de l'impact là-dessus, c'est bosser ton produit à fond et bosser ton expérience à fond. Et c'est ça qui va faire derrière que tes coûts d'acquisition vont baisser parce que ce sera plus facile pour tes commerciaux d'aller vendre le produit parce que tu as un bouche à oreille qui augmente. Donc oui, après, derrière notre nombre de missions créées, évidemment, nous on regarde plein d'indicateurs de performance sur l'expérience utilisateur. Et nous on regarde, il y a deux indicateurs clés. Il y a effectivement le nombre de commandes qu'on fait. Il y a le nombre, nous c'est très lié à l'argent qu'on génère, si on a un modèle transactionnel. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est la qualité des feedbacks qu'on peut avoir. Quand il y a des gens, là, il y a des témoignages où on change la vie des gens en fait. Il y a des gens qui passent un super Noël grâce à ça. Il faut se dire que la photo, ça peut être, on peut se dire c'est juste imprimer des photos, non. C'est pas juste ça, on est avec nos clients dans des moments hyper importants de leur vie. Et je prends l'exemple des funérailles, par exemple. C'est un moment où si on coupe la tête de quelqu'un sur une photo,
alors que c'est la personne qui est enterrée. Mais c'est horrible et c'est un vrai retour qu'on a eu. On a fait vivre à nos clients un moment encore pire que ce qu'ils vivaient. Donc faut vraiment être bon à ces endroits-là, quoi. Ok, donc si on résume cette première partie, donc c'est important d'avoir une vision et d'avoir un peu une mission pour la boîte. C'est important d'avoir un alignement avec son équipe, avec son associé et puis ensuite avec son équipe. C'est important de travailler son expérience pour l'utilisateur. Tout à l'heure, quand on parlait du bon moment pour se lancer, on a eu une question sur le financement. Alors ici, on en a parlé, le financement, c'est peut-être pas forcément ce que vous connaissez dans vos marchés respectifs, mais vous êtes assez familier avec le sujet localement. Et puis demain, je profite pour faire un peu de pub, mais demain, on va vous recevoir aussi pour, entre guillemets, vous mettre les gants et que vous puissiez affronter vos visions entre le fait de lever ou ne pas lever des fonds, puisque vous avez chacun un modèle un peu différent. Mais l'argent dans le succès, en fait, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il faut en fait pour assurer la pérennité de la boîte quand on parle de financement? Tout à l'heure, on a une question. Est-ce qu'il me faut un capital de départ? Est-ce que j'ai besoin forcément de lever des fonds ou pas? Comment vous voyez la chose? Je pense qu'il y a quand même il y a des questions à se poser au début sur ce que demande le projet en termes de financement, en fait. C'est quoi la mise de départ? Nous, on a commencé, on faisait que du soft et on a utilisé un réseau d'imprimantes qui existait. On n'avait pas besoin d'acheter ou de louer des imprimantes. On a fait avec ce qu'on savait faire, mais on a peut-être été malin. Mais en tout cas, on a pu faire notre place sans avoir eu un réel besoin de gros financements. Donc ça va aussi avec la typologie de projet qu'on a. On n'avait pas forcément besoin d'aller vite non plus, parce que c'est un marché bien établi et on l'a disrupté avec le temps, en fait. Donc je pense que c'est important de se poser cette question de je m'attaque à un marché, mon projet, il demande combien de cash pour faire le 0 à 1. Ouais, je suis 100% d'accord. Non, je réfléchissais à un truc en plus. C'est de combien de cash et est-ce que je peux aller le chercher, en fait. Parce que bon, c'est facile de dire. En ce moment, j'accompagne une boîte qui fait du co-living. Elle n'arrête pas de me dire pour en ouvrir 20, il me faut X millions d'euros. Ouais, super, sauf que personne ne veut te financer. Donc il faut que tu revoies quand même un peu ton 0 à 1 là, parce que ça va pas marcher. L'argent, c'est. Les visions, la valeur, c'est un peu le sang de ta boîte. L'argent, c'est l'oxygène. Donc si un jour il n'y a plus de financement, quel qu'il soit, hein, des rentrées d'argent par tes ventes ou des subventions ou des levées de fonds, le projet il s'arrête. Hein. Il y a un moment, tu vas pas, quand tu peux plus payer tes salariés, tes fournisseurs, c'est terminé. Et donc moi j'ai toujours surveillé le montant qu'il y avait sur notre compte en banque comme le lait sur le feu. C'est la règle numéro 1. Et tu n'engages pas des coûts si tu n'es pas sûr de pouvoir les financer. Et après, c'est ton taf d'entrepreneur. Moi, je considère que 50% de mon rôle en tant que CEO, c'est de m'assurer que la boîte a les fonds nécessaires pour son développement. Et c'est vrai que ce qui est bien, en fait, c'est que naturellement, ce que j'appelle la finance à la papa, moi, j'ai toujours fait de la finance à la papa, c'est-à-dire que je dépensais que ce que j'avais, en fait. Et si j'avais pas, je dépensais pas. Alors, on est avancé doucement, en fait, hein, mais à un moment, on a pu financer un peu plus, et puis du coup, ça a grossi, en fait. Mais on n'a jamais dépensé un truc qu'on n'avait pas. Et ce qui nous permet, je pense, d'être en vie aujourd'hui, au bout de 15 ans. Super, il y a un truc qui est assez lié, du coup, c'est au bout d'un moment, comme tu disais, générer de l'argent. Les financements, c'est important, mais générer de l'argent, il y a une question, c'est est-ce que du coup, il faut aller chercher la rentabilité dès le départ? Dès que je me lance, est-ce que je suis obligé d'aller la chercher? Et là, je vais demander de faire une petite gymnastique, c'est avec la connaissance maintenant que vous avez sur le marché local, comment est-ce que vous traiteriez cette question? En fait, il veut nous lancer sur le duel de demain, je crois, dès ce soir. Ça y est, on y va là. Je ne suis pas sûr d'avoir compris ta question, en fait. Il y a un grand sujet, c'est de se dire, ok, j'ai une valeur, j'ai des valeurs, j'ai une vision, j'ai un cofondateur, mais du coup, quand je me lance, est-ce que on se disait on a besoin d'argent, mais peut-être qu'il faut vite, et en tout cas pour les financeurs locaux, il faut quand même relativement vite montrer
des rentrées d'argent. Est-ce qu'il faut aller chercher la rentabilité dès le début ou y penser dès le début, ou est-ce que justement on peut se dire si on a un petit temps avant d'atteindre l'équilibre, est-ce qu'on peut se permettre d'aller chercher? Je pense que c'est pas ici le sujet. Je pense que la réponse, elle est vraie partout. Ça dépend des projets. Si tu as des projets qui peuvent être très vite à l'équilibre, comme disait Guillaume, parce qu'ils nécessitent assez peu d'investissement de départ. Et puis il y a des projets qui demandent un investissement en R&D, je sais pas, industriel ou même technologique, mais beaucoup plus poussé. Et dans ces cas-là, c'est strictement impossible. Et donc c'est dans ce moment-là qu'interviennent des processus de financement, quels qu'ils soient. Démarrer avec rien, entre guillemets, c'est impossible. Je veux dire, on a tous mis une mise de départ, quelle qu'elle soit. Mais tu as besoin quand même d'initier quelque chose au début. Et après, oui, le plus vite tu peux montrer que ça marche, en fait, que tu as des clients, des utilisateurs, un truc qui grossit, quoi. C'est tout ce qu'on te demande. Là, tu pourras aller voir des financeurs. Ou, bonne nouvelle, si tes clients te rapportent suffisamment d'argent pour que tu puisses te développer très vite, sans besoin de financement externe, ouais, go. Mais je pense, vraiment, c'est pas un truc d'ici, ça. Ça, c'est vrai partout. Je veux dire, aujourd'hui, je suis à Paris, dans un fonds d'investissement, tu arrives, tu dis « Salut, j'ai jamais monté de boîte de ma vie, mais j'ai une super idée, voici mes slides ». Ils vont te dire « Super, tiens, tu peux sortir, hein. Tu n'auras pas plus d'argent, quoi. » Donc oui, tu auras peut-être ton chômage qui va te permettre de patauger pendant 1 an et demi, mais ça ne va pas avancer beaucoup plus loin. Et la rentabilité, c'est, ouais, j'ai envie de dire oui, on y va direct en fait. Et pour moi, un financement externe, il faut le faire en dernier recours. C'est comme ça que je le vois en tout cas. Mais la rentabilité, c'est pas. Il y a plein de gens qui disent ils pensent avoir besoin de beaucoup pour finalement faire les choses. Et en fait, c'est un métier où au début, il faut être malin, faut être futé, ouais, faut être débrouillard, faut trouver des raccourcis constamment. Et ça, c'est la démerde en fait. Et je pense que le plus de démerde il y a au début et le plus de raccourcis que vous pouvez prendre. Après, faites avec votre éthique, hein, mais le plus de raccourcis que vous pouvez prendre, le plus vite vous pourrez aller à l'échec ou au succès, espérant au succès. Et vraiment, si vous n'avez pas besoin de financement, mais c'est génial. Et moi, je suis très content de ne pas avoir eu besoin des financiers. Parce que, en tout cas, ce n'est pas la vision de boîte que j'ai maintenant et j'aimerais pas en avoir. Mais souvent, les entrepreneurs disent j'ai pas pu faire autrement et je fais avec. Super. Donc maintenant, on a parlé de tout ce qui était un peu beau, des conseils. Mais si on rentrait dans une partie un peu plus expérience personnelle et une partie un peu erreur, puisqu'on a souvent tendance à parler de ce qu'on a bien fait, mais peut-être un peu moins des erreurs qu'on a commises, et je sais que vous êtes assez ouvert sur le sujet. On entend beaucoup qu'il est important, par exemple, de gérer ses prios, qu'il est important d'être agile. Vous, dans votre expérience, si vous devez partager au public aujourd'hui des erreurs que vous avez faites et que vous recommanderiez de ne pas faire, ça serait quoi et sur quoi vous tourneriez? C'est quoi le plus gros learning que vous en tirez? Ouais, il y en a tellement là. J'en citais plusieurs, même si tu m'en demandes qu'une. Pas parler assez avec ses clients ou pas leur parler du tout. Être complètement déconnecté de la réalité. En fait, quand on est entrepreneur, on vit dans une autre dimension en fait. C'est pas la réalité. Dans cette dimension où notre projet, ça va être un super succès. Les gens vont adhérer à ce qu'on va faire tout de suite. Et bien sûr, pour certains, ils seront millionnaires. Pour d'autres, ils vont changer le monde. Il y a toute cette espèce de fantaisie qu'on se fait. Et heureusement, ça nous aide finalement à avancer, ça. Mais le truc, c'est qu'il faut recoller le plus vite possible à la réalité, en fait. Garder cette fantaisie, mais il faut recoller à la réalité. La réalité, c'est le client, c'est la personne qui paye. Et donc, il faut leur parler à ces gens-là. Et le plus vite vous irez au contact client, et le contact client, ça veut dire parler aux gens, mais ça veut dire mettre un produit dans les mains des gens et leur faire sortir la carte bleue. Le plus vite vous allez à cet endroit-là, le plus viable sera votre projet entrepreneurial. Nous, les 2 erreurs qu'on a faites, et qu'on continue de faire d'ailleurs, parce qu'apparemment on n'apprend pas bien nos erreurs, c'est je ne sais pas pourquoi, on bosse sur 1000 trucs à la fois. Et alors c'est bateau comme truc,
mais c'est un enfer à gérer en interne. Ça se marche sur les pieds dans tous les sens. Alors, limite, c'est plus facile quand tu es 15 de bosser sur plein de trucs que quand tu es 100, 150, parce que ça part en vrille, ça crée des sous-projets dans tous les sens et ça marche pas du tout. Et en fait, une organisation n'est jamais plus efficace que quand elle est orientée vers un seul objectif, avec un KPI que vous pouvez suivre, quitte à faire les trucs les uns après les autres. Mais tout faire en parallèle en se disant on va aller plus vite, ça ne marche pas. C'est-à-dire que si tu essayes de faire 10 sujets en parallèle, tu vas mettre plus longtemps que si tu les fais les 10 les uns après les autres, c'est sûr et certain, et tu vas créer beaucoup plus de frustration en interne. Nous, on est spécialiste de ça, et apparemment, on ne veut pas changer. Donc voilà, je pense que tous les 6 mois, on fait nos objectifs tous les 6 mois, et tous les 6 mois, on se dit, oh là là, il y en a quand même beaucoup. Et puis à la fin, on se dit, ouais, bon, dans les erreurs qu'on a faites les 6 derniers mois, on avait trop de projets. Allez, on fait les projets du semestre prochain, allez, on en remet plein dedans. Tu vois, bon, voilà. Ça, c'est notre truc. Le deuxième, et c'est un peu lié, c'est qu'on est parti très vite à l'international. On voulait lancer la boîte en Angleterre assez vite parce qu'on pensait que c'est un marché qui allait nous apprendre beaucoup de choses. Et c'était vrai, mais en fait ça demandait tellement... Alors c'est un sujet de focus aussi, c'est lié au projet, mais en fait on ne se rend pas compte de ce que ça veut dire gérer une boîte en 2 langues, avec 2 bureaux, 2 équipes, des visions et des missions de boîte qui commencent tranquillement à diverger, des valeurs aussi, et à maintenir, c'est assez dur. Donc ça nous a, je pense que ça nous a coûté assez cher. Voilà, je pense que c'est les 2 trucs qui me viennent en tête comme ça. Si plus récemment, on a levé beaucoup d'argent, et comme tous les gens qui ont trop d'argent, on le dépense bêtement. Et donc ouais, nous, je pense qu'on en parlera plutôt demain, mais sur les derniers mois, on avait plutôt une culture d'entreprise assez proche de celle de Guillaume, où on était plutôt près de nos sous, parce que notre sujet n'étant pas très sexy pour les investisseurs, on faisait très attention à ce qu'on dépensait. Et puis on a eu un gros investisseur anglais qui est arrivé, et eux, les problématiques liées au travail en France, ils n'en avaient rien à faire, et donc il fallait dépenser parce que ça allait marcher. Et je suis monté à des niveaux où je perdais quasiment 1,3 million d'euros par mois. Et c'était pas bien, c'est pas sain de se mettre dans ce contexte-là. Et ça induit des comportements en interne qui sont pas les bons. Quand tes salariés commencent à arrêter de réfléchir et te disent « je pense qu'il faudrait prendre des consultants pour qu'on étudie ce problème-là », là tu sais que tu es mort, c'est fini. C'est-à-dire que ton intelligence interne est en train de disparaître et c'est dangereux. Et heureusement, je pense qu'on s'en est rendu compte à temps. Mais c'est plutôt un conseil de dire le jour où vous êtes financé, continuez à vous comporter comme si vous étiez encore très très pauvre. Je pense que c'est le meilleur conseil que je puisse donner à un entrepreneur qui lève des sous. Moi, je trouve que les emmerdes, elles arrivent quand il n'y a plus d'argent et quand il y a plein d'argent qui rentre. En fait, c'est un peu ces 2 endroits où... alors, on voit souvent le truc, on pense toujours à quand il n'y a plus d'argent. Ah, c'est la merde et tout ça. Mais finalement, on est un peu en mode survie à ce moment-là. Et le focus, il vient naturellement. On est plutôt très bon, en fait, dans ces moments-là. Sauf qu'on ne peut pas être en mode survie tout le temps. Sinon, on ne peut pas avoir toujours le tigre aux dents de sabre qui nous poursuit toute la journée parce que on ne tiendrait pas au niveau... mais sauf qu'en fait, quand on fait rentrer de l'argent, et nous, on a, en ce moment, il y a plein d'argent qui rentre parce qu'on est très rentable, et il y a ce que tu racontes, je l'ai aussi, en fait. Tout d'un coup, on se met à faire plein de trucs et plein de trucs qui vont pas dans la même direction. Donc, même truc, quel que soit le mode de financement, c'est que quand on s'embourgeoise, ça fait jamais des bonnes choses. Donc c'est ultra intéressant parce que il y a vraiment plein d'entrepreneurs quand tu les entends parler justement après quelques années où il y a une équipe qui a grandi, ils disent putain, on était quand même beaucoup plus efficace et beaucoup plus concentré quand on était 2 ou quand on était 3 au début. Et du coup, justement, ce point sur le focus, il est quand même très important. Et puis nous, on essaye de l'apporter à tous nos porteurs de projets en disant rationalise, essaye de te concentrer sur un truc et de faire bien un truc déjà, et puis ensuite tu verras l'après. Bon, c'est dit, ok, on a du mal à se focus, mais donc comment on fait maintenant ? Si vous deviez donner un conseil sur concrètement comment se reconcentrer sur les priorités pour les entrepreneurs qui sont dans la salle aujourd'hui et qui sont peut-être encore dans le stade avant le vôtre, donc pas forcément d'équipe très grande constituée, toujours un peu solo, c'est quoi vos conseils là-dessus ? C'est peut-être lié à des personnes qu'on recrute. Ouais, c'est beaucoup lié aux personnes en fait tout ça. Déjà, on n'a pas encore parlé trop de recrutement, mais le recrutement, faut devenir
vraiment un expert en recrutement. C'est vrai que je vous ai dit plutôt que l'expertise c'était le marché, mais il y a une autre expertise qui est le recrutement. Et je pense que votre métier de fondateur, c'est de recruter les meilleurs et de les entraîner. Et recruter les meilleurs, pas les meilleurs dans le monde, en fait les meilleurs pour votre projet. Et ça, c'est pas forcément évident en fait, parce qu'il y a des gens, ils vont vous raconter une histoire quand vous allez les recruter, et puis ils vont se comporter différemment. Donc nous, on a fait des grosses erreurs de recrutement, et depuis, maintenant, on appelle les anciens employeurs, par exemple, pour savoir comment se comportent les gens. Enfin bref, tout ça pour dire que ce qui est vraiment important, c'est d'avoir une équipe de haut niveau, en fait, et pas juste quelques personnes de haut niveau. Et quand on doit recruter beaucoup de gens, c'est pas évident. En fait, nous, on a 30 postes ouverts, il y a des postes qui sont ouverts depuis 1 an et demi. Mais en fait, il ne faut pas faire de concessions. Et il y a un autre truc aussi, c'est que pour moi, ça doit rester un plaisir. Et à la fin du processus d'entretien, ce qui compte, c'est est-ce que je prendrai un verre en tête-à-tête avec cette personne. Et si ce n'est pas le cas, tant pis, on ne la prend pas. Je suis d'accord avec Guillaume. En fait, moi, je trouve que les mauvais d'expérience, ils te créent des projets. Ils créent du bruit. Ils ne sont pas très efficaces. Donc, en effet, le recrutement est hyper important dans la priorisation. Après, hyper concrètement, bon, on est quand même un peu moins mauvais qu'avant. Nous, on essaye de mettre des rituels en place qui font qu'on priorise en permanence. En fait, on définit, donc nous on le fait tous les 6 mois, on définit ce qu'on veut réussir sur le semestre et on fait un point là-dessus toutes les semaines en fait, avec les personnes qui portent les projets pour savoir ce qui avance pas. Et on s'autorise à changer les priorités en fonction des actualités. S'il y a un truc qui ne marche pas du tout, on le dégage. S'il y a un truc qui se passe mieux que prévu, s'il finit avant, on en rajoute un. Et donc c'est quelque chose d'assez vivant, mais qui est 100% partagé à l'entreprise. Donc tous les salariés ont accès au projet. Et donc un salarié qui verrait un projet qui depuis 3 semaines ou 4 semaines n'avance pas, aurait le droit de, alors moi je prends la parole devant la boîte aussi toutes les semaines, aurait le droit de lever la main à ce moment-là et dire attends, on est censé bosser sur ce truc-là, ça avance pas, pourquoi? Est-ce qu'il nous force à se reposer la question de la pertinence de ce projet-là? Après, très concrètement pour vous, franchement, il faut vous dire, voilà, mon projet, c'est un projet qui est probablement plutôt naissant, voici la liste des trucs que j'ai à faire, comment je les ordonne, qu'est-ce que je fais avant, et si vous avez l'impression qu'il y en a trop, juste vous barrez. Et vous concentrer sur les plus importants. On avait la discussion là, tout à l'heure avec toi là, sur la formation. En fait, vous ne plairez pas à tout le monde au début. Faut vendre aux 2, 3, 4, 5 early adopters qui vont acheter votre produit alors qu'il est encore tout pourri. Mais c'est vrai pour tous les projets, je ne sais pas pourquoi. Il y a toujours ce petit pool de clients qui est prêt à faire des concessions parce qu'ils vous aiment bien, parce qu'ils aiment bien la vision de votre truc et qu'ils ont envie d'être dans les premiers. Et eux, il faut capitaliser à fond dessus parce que ça va être les premiers qui vont payer, ils vont tout vous passer et en plus ils vont vous donner des conseils. Et donc tout ça mis bout à bout fait que c'est des clients qui sont hyper précieux et qui vont vous permettre d'avoir quelque chose d'assez imparfait mais que vous allez perfectionner dans le temps. Et donc il ne faut pas essayer de vendre aux 100 prospects que vous avez devant vous, il faut aller trouver les 3-4 qui vont vous passer toutes les imperfections de votre projet au début, mais qui vont être là, notamment pour vous financer. Si, attends, je voulais rajouter, quand vraiment le moment où ça part en couille, c'est souvent autour de... Il y en a plusieurs fois, il y a plusieurs tailles d'organisation, mais vers entre 10 et 15 personnes, c'est parce que vous commencez à introduire un truc horrible qui s'appelle un manager. Et un manager, c'est vraiment une saloperie. Et en général, vous allez vous dire, il faut qu'il soit bon en management. Donc, je vais prendre un spécialiste du management. Et alors là, vous prenez quelqu'un qui ne sert à rien et qui va être toxique pour votre organisation. Alors, je ne dis pas que le management, ça ne sert à rien. Je dis juste qu'il ne faut pas prendre, surtout au début, des managers qui ne sont pas des gens débrouillards, des gens qui vont faire. L'expertise du management, c'est chouette, mais il ne faut pas qu'il y ait que ça. Sinon, je vous jure, vous allez avoir des problèmes de grosses boîtes, mais avec une boîte de 10 personnes, et vous n'avez pas du tout les finances d'une grosse boîte. Super, du coup, pour résumer un peu, avant de passer aux questions, donc ce qu'on s'est dit, c'est que pour avoir en tout cas des premières bases d'un projet qui serait viable, c'est donc d'avoir une vision et une mission claire. Pas forcément de l'avoir formalisé, mais en tout cas d'être aligné avec la personne avec qui on est ou avec soi-même sur l'objectif.
on a dit que c'était aussi important du coup d'avoir une équipe engagée, que ce soit dans la vision du projet en tant que cofondateur ou alors dans les premiers recrutements, de nous assurer d'être alignés. On a parlé aussi du coup du financement, pas forcément être trop gourmand sur les financements externes, essayer de bien calculer les besoins qu'il y a pour votre projet. On a aussi parlé des erreurs du coup à essayer de ne pas commettre. La perte de focus, ou en tout cas essayer de trop se déconcentrer, c'est un des éléments qu'on retient. Et puis je crois qu'on a un peu tout couvert. Et Guillaume n'aime pas les managers. Et recruter des managers trop tôt, c'est un peu un sujet. Je vais vous laisser du coup poser les questions. Il nous reste une petite dizaine de minutes. Et puis ensuite, on va pouvoir clôturer. Allez, je sais que la première question... Voilà. La première question lance les autres. Merci à tous les deux. Guillaume, tu parlais au tout début que tu t'étais jamais vraiment préparé au succès, mais plutôt à l'échec. Et ça m'intéresse de savoir quelle est ta préparation spécifique liée à l'échec. Alors, je me suis beaucoup entraîné. Mais en fait, au début, je me suis dit c'est génial, j'étais dans la fantaisie dont je vous parlais. Et puis, donc, je me suis au début, on a mis 9 mois à lancer notre premier produit parce qu'on était sûr que ça allait révolutionner le monde. Et quand tu lances ton produit et que personne n'utilise, au bout de 2 mois, tu te dis, voilà, c'est peut-être pas le succès qui va driver ma boîte. Enfin, ça arrive 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et vraiment, tu te dis, en fait, l'enjeu, c'est vraiment d'apprendre de ses échecs. Et c'est là où tu apprends à échouer de manière plus performante, en fait. Et je pense qu'on est devenu très bon à échouer plus vite et surtout à débriefer après les échecs et à comprendre ce qu'on avait raté. Et ce qui fait qu'à force d'accumuler cette connaissance, parce que moi, quand j'ai commencé, je ne connaissais rien à l'entrepreneuriat, rien à mon marché, rien à la technologie qu'on utilisait. Alors ça a été long, hein, mais à force d'accumuler ce savoir, j'ai fini par comprendre, quand j'ai vu quelque chose qui était prometteur, que c'était prometteur et que ça allait mener au succès. Bonjour et merci. Au final, même tous les trois, tout à l'heure, vous disiez chacun avoir des cofondateurs. Est-ce que ça vous paraît essentiel pour mener une start-up au succès ? Non. Non, mais moi, je le ferai jamais seul, pour répondre. Mais c'est perso, parce que j'ai besoin de quelqu'un avec qui je vais pouvoir échanger, m'engueuler, réfléchir, discuter. Il faut que ce soit la bonne personne, mais moi, je ne pourrais pas le faire tout seul. J'ai plein de potes entrepreneurs qui sont tout seuls et ça se passe très bien. Il y a quand même un petit mot qui revient plus souvent, qui est « c'est quand même plus dur », parce que les coups durs, tu les prends solo versus à deux. Déjà, en tant que, même avec un associé, il y a quand même une répartition des rôles. C'est moi qui suis plutôt en tête de pont. Par moments, je me sens un peu seul, parce que forcément, lui, il ne prend pas tout ce que moi je prends dans la tête en direct. Je me dis, je peux quand même me retourner et en parler avec lui. Je me dis, vache, s'il n'y avait personne, ça pourrait être quand même très dur. Ouais, c'est un peu comme ça me fait penser à la négociation, par exemple. C'est bien d'avoir 2 niveaux, en fait. Et il y en a, ce que tu dis, c'est vrai, il y en a un qui a la tête dans le guidon sur un sujet et l'autre non, et donc il a du recul, en fait. Et ça permet d'être plus performant sur l'analyse, en fait. Et quand c'est l'autre qui a la tête dans le guidon, toi, tu peux l'aider. Donc ce ping-pong, moi, il me paraît essentiel. Après, je crois que les chiffres, c'est les 2 et 3 cofondateurs, c'est là où ça marche le mieux. Les autres, ça marche moins bien. Voilà. Mais après, moi je te rejoins, c'est vraiment dans qui tu es. Moi j'ai besoin d'interaction pour créer. Donc c'est impensable pour moi d'être tout seul. Moi j'ai une question par rapport aux salariés freelancers. Qu'est-ce que vous conseillerez dans quel timing est-ce qu'on embauche un salarié ou est-ce qu'on embauche quelqu'un freelance sur des projets définis? Quelle est votre vision là-dessus? Et quelle serait la différence ou la valeur apportée? Tu fais une réponse de juriste ou tu fais une réponse d'entrepreneur?
Non, la réponse entrepreneur. La réponse entrepreneur, faut que ça te coûte le moins cher possible au début, qu'après tu fais tes choix. Non, blague à part, moi j'ai commencé, j'étais entouré de freelance. J'avais 10 ou 12 freelances qui bossaient avec nous au tout début. Et puis 3 ans plus tard, j'ai eu un contrôle URSSAF et j'ai payé des charges sur tous les freelances qui avaient bossé chez nous. Bon, ça m'a permis de démarrer, tu vois. Donc c'était des freelances qui bossaient full time pour nous. Je pense qu'il faut te poser la question de pourquoi tu te poses cette question-là. Si c'est une question de coût Non, ou si c'est une plutôt question de compétence. vision. Est-ce que un salarié, tu peux plus facilement. Moi, j'étais ancienne manager, désolée. Mais et donc du coup, je suis manager aussi. Hein. T'as une sortie de secours si tu veux là-bas. Tu peux la... Donc du coup, c'est justement avoir cette vision, cette implication. Est-ce que selon vous, c'est plus facile avec des freelancers ou plus facile avec des salariés? Au contraire, parce que tu peux les. Ah non, c'est sûr que tu auras plus d'adhésion avec des salariés. Mon conseil serait au début, il faut que tu crées un noyau dur de personnes qui sont hyper engagées. J'ai un peu envie de te dire que le statut qu'ils ont, il importe peu. Si tu trouves ce que tu recherches dans quelqu'un qui veut bosser en freelance pour toi, go. Moi, au tout début, on a démarré comme ça parce que c'était plus simple pour nous, puis aussi plus simple d'un point de vue purement administratif. Après, tu vois, j'ai des anecdotes. Hein. J'ai quelqu'un qui est resté 7 ans chez moi, qui était mon VP brand et communication. Il a démarré en freelance, il m'a dit je ferai 4 semaines, pas plus. Bon, voilà, il a fini salarié, il est resté 7 ans. Donc, voilà, tu vois, l'un ou l'autre, tu peux trouver ce que tu cherches. Et moi, c'est vraiment la différence entre mercenaire et missionnaire. Moi, je veux que des missionnaires. Donc, le freelance, c'est ce que tu as dit, en fait, c'est un moyen, c'est une période d'essai pour moi. Mais les gens, je ne vais pas les garder en freelance longtemps. C'est pas ça notre ADN. Notre ADN, c'est avoir que des gens qui croient et qui sont engagés dans le projet, des missionnaires. Donc, je le vois juste comme une façon temporaire d'embarquer quelqu'un ou pas dans le projet. Mais je ne garde pas de freelance longtemps. Après, il y a peut-être un élément qui est intéressant aussi, c'est qu'en France, et ça commence à se développer un peu ici, je vais devoir vérifier la partie juridique de la chose, mais il y a des mécanismes pour pouvoir aussi inciter les salariats en leur donnant des parts de la boîte. Et du coup, moi j'en ai obtenu dans ma carrière et ça change aussi énormément la donne, puisque comme disait Guillaume, tu te sens part de la mission, tu vois. Tu te sens un peu plus impliqué que juste recevoir un salaire à la fin du mois. Et nous, clairement, il y a eu des stock options pratiquement dès le début. Il y a un intéressement collectif. Enfin, il y a plein de primes collectives. On n'en a aucune individuelle. Ça, c'est avec la culture de la boîte. Mais il y a plein de primes pour incentiver finalement que finalement la valeur elle revienne à ceux qui la créent. Et ça, c'est vraiment important. Question, vas-y. On parle de succès. Est-ce que vous avez réfléchi à ne pas scaler, quoi, à arrêter de recruter et de vous dire bon, en fait, ça marche déjà très bien. Est-ce qu'on peut s'arrêter là? Est-ce qu'une entreprise a le droit de stagner, entre guillemets, en termes de nombre de personnes? J'y arrive pas. C'est en fait, non, il y a moi, ma définition du succès, elle comporte, on va dire, deux grands volets. Premièrement, c'est créer une organisation pérenne et efficiente qui va me survivre. Moi, dans le plan initial, je ne veux pas nous revendre. Je veux créer quelque chose de grand, pas de gros. Je ne veux pas créer une grosse boîte. Je veux créer une grande boîte. Et donc, ça va avec le deuxième volet, c'est l'impact. Et le truc, c'est que si je stagne, mon impact souvent stagne. Et moi, je veux aller plus loin dans l'impact. C'est ça que je veux laisser au monde, en tout cas. C'est un impact massif. Et donc, du coup, je n'arrive pas à stagner. J'ai la même réponse. Je vais pas... Et je dirais, j'ai un truc en plus qui fait que je ne peux pas, qui est que moi, j'ai des investisseurs et qui sont avec une fourche dans mon dos. Et en fait, je dois avancer. Et si moi, je refuse d'avancer plus loin, tu vois, aujourd'hui, ma boîte est rentable. Je pourrais me dire, on reste comme ça, super, j'ai la belle vie.
je me fais virer je me fais virer dans 3 semaines de ma propre boîte par mes invests, c'est sûr. C'est que le fait de stagner, ça devient plus motivant. Moi, c'est sûr. Ouais. Ouais, j'ai ce truc-là aussi avec, comme Guillaume, c'est-à-dire que aujourd'hui, je disais, j'ai 400 000 recrutements qui sont faits par an. Bon, en Europe, il y a un potentiel de dizaines et dizaines de millions, donc en fait, tu as envie d'aller plus loin. Aujourd'hui, je cours le 100 mètres en 11 secondes. Bon, j'ai envie de passer sous la barre des 10 secondes. Je vais vous bassiner avec mon analogie avec le sport de haut niveau, mais pour moi, c'est exactement le même genre d'adrénaline que tu vas avoir. Ma croissance est moins forte depuis quelques mois. Je le vis hyper mal. Pas d'un point de vue financier, d'un point de vue stimulation. J'ai l'impression d'être mauvais là, depuis 1 an. Alors que j'ai connu des années où on faisait x2, x3 par rapport à l'année d'avant. Il y avait un truc d'excitation que là, je n'ai pas depuis quelques mois et que je veux absolument retrouver. Et ce qui est intéressant, c'est que la croissance, ça crée des opportunités. Et des opportunités pour les gens aussi en interne. Et surtout, t'apprends, en fait, tu dois apprendre très vite quand tu crois, parce que tu as des emmerdes tout le temps. Et ça, c'est génial pour progresser. Et moi, personnellement, j'adore ce métier parce que j'apprends constamment. Et si je stagne, je pense que j'aurais trop peur de ne pas apprendre. T'as tellement raison. Merci. Non, mais je pense que, sans rigoler, je pense que moi, c'est une des raisons. Tout à l'heure, je disais, je prenais plus beaucoup de plaisir dans mon job depuis quelques temps. Et parce que, en fait, tu fais la même chose pendant des semaines et des semaines. Et on est des profils, et je pense que vous êtes des profils, les porteurs de projets. Y a un truc, ce qu'on disait, quoi. Tu veux tirer toujours plus loin, plus fort, et ça passe par l'apprentissage. Et c'est vrai que quand tu commences à tourner en rond, t'as presque envie d'arrêter, quoi. Et puis ça rejoint aussi un point qu'on a abordé un peu plus tôt tout à l'heure, c'était celui de la résilience. C'est de se dire qu'un des succès aussi importants, un des facteurs importants de ton succès, c'est d'arriver à avoir une capacité d'encaisser un peu les coups durs et de tenir la distance, même si on a aussi dit qu'à un moment, il faut aussi savoir s'arrêter. Mais là, pour le coup, avoir la capacité de tenir, c'est pour important. rebondir là-dessus, moi j'ai préféré la période Covid. Moi c'était un enfer. Ma boîte qui allait mourir, on pissait le sang de partout, il fallait que je vire tout le monde. C'était une catastrophe ce truc-là. Et j'ai préféré ce moment-là que les 12 derniers mois où à l'inverse, en fait, ma boîte allait pas si mal. Mais putain, je me faisais chier, c'était l'enfer. Alors que là, dans un moment difficile, j'apprenais plein de trucs et c'était hyper stimulant. Donc ce truc d'apprentissage, il est absolument essentiel dans la motivation. Et le truc qui est dangereux, c'est le pompier pyromane dans l'histoire. Mais nous, on a besoin en tout cas de créer du chaos pour s'amuser. Ouais. On a parlé tout à l'heure aussi du chaos, c'est marrant. Ouais. Super. Il y a des questions encore ? Yarana, merci beaucoup pour la présentation. J'ai vu vos 2 présentations aujourd'hui, merci, c'est une bouffée d'air frais un peu pour moi. Pour le coup, j'aimerais remettre les choses dans le contexte. Pour le coup, quand Romain disait que l'investissement, tout ça ici, c'était compliqué, parce qu'effectivement, il n'y a pas d'investissement du tout. Et pour le coup, ma question, en fait, c'était, sachant que ici, vous parliez de sociétés qui ont plus de 10 employés, dans le tissu économique local, ce sont 2% des sociétés qui sont ici. Chaque année, 4000 sociétés se créent, 2000 se ferment. Naïti soutient cette année 5 sociétés, 5 projets. Prism qui était là en soutient 10 par an. Il y a une initiative qui commence à soutenir quelques projets aussi. On parle d'une 20aine de projets, autant dire que c'est vraiment une goutte d'eau dans l'océan. Vous parliez de résilience. J'aimerais savoir si, est-ce que quand vous avez monté vos projets, est-ce que quand vous n'avez pas forcément trouvé l'écoute, l'accompagnement que vous avez voulu, est-ce que vous êtes allé chercher cet accompagnement ailleurs, tout en restant, pour le coup, à Toulouse, par exemple, pour vous, ou à Paris, pour ton projet? Et comment vous avez réussi à vous entourer quand les choses ne vous paraissaient pas forcément si simples que ça? C'est une super question. Nous, on a commencé en 2009. À Paris, il n'y avait rien, en fait. On a commencé... alors maintenant, Paris, c'est génial. Il y a Station F, il y a The Family qui est venu, qui est passé par là avec plein de vidéos. Enfin, vraiment, ça fait plaisir à voir. Startup Nation, Macron et tout ça. En 2009, il n'y avait rien. On allait au café LJ, on était 10 entrepreneurs et on se voyait une fois par mois et c'est tout ce qui se passait, quoi.
Et donc, il n'y avait pas d'accompagnement. Donc, on lisait un peu des bouquins, des trucs qui venaient des US. Moi, j'ai rejoint le premier accélérateur qui a été créé en France, qui s'appelait Le Camping, qui est devenu Nouma, enfin, il y a eu plein de trucs après. Et j'ai enfin vu des gens qui étaient comme moi. Et ça m'a fait vachement de bien. Et sauf qu'on a senti que ça ne suffisait pas. Et c'est un moment où je levais des fonds, en plus. Bref. Et ça ne marchait pas. Du coup, je me suis dit, l'herbe est plus verte ailleurs. Et je vais aller comprendre, en fait, comment on fait des produits B2C. Et j'ai postulé à tous les accélérateurs américains possibles. Et ça a marché avec Techstars Chicago. Et donc, j'ai pris mes affaires et puis j'ai déménagé quelques semaines après à Chicago avec mon associé. Et là, j'ai eu l'accompagnement que je cherchais. J'ai appris avec les meilleurs, j'ai appris ce que c'était que le pitch, le vrai pitch à l'américaine, le marketing, le business. J'ai tout appris là-bas, en fait. Donc, si j'étais resté en France, je ne pense pas que j'aurais fait quelque chose. Donc, et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que ça m'a permis de mettre en place mon premier partenariat avec les magasins Walgreens. Et après, une fois que j'ai mis ça en place, j'ai eu envie de retourner en France, en fait, et je suis retourné dans mon pays, sauf que j'ai ramené énormément, en fait. J'ai créé une école du pitch à Toulouse. Depuis, on s'est mis à vraiment pitcher comme il fallait. Et surtout, j'ai ramené ce business des US qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à gérer 50 millions de ventes aux US et que finalement, on est 70 à Toulouse. C'est parce que je suis allé là-bas, je suis allé voir mon marché, mais que je n'ai pas oublié mon pays d'origine et que je suis rentré. Donc, je ne sais pas si cette histoire peut répondre à ta question, est inspirée, mais oui, il y a besoin d'aller, mais pour mieux revenir. Et moi, je n'achète pas trop l'argument géographique. Tu vois, aujourd'hui, je regarde mes investisseurs, 95% ils ne sont pas français. Comme j'ai dit, j'innove sur le sujet du travail. En France, je me suis pris les portes de... Alors, il y avait quand même quelques investisseurs à cette époque-là, mais je me suis pris porte fermée chez tout le monde. Donc, je suis allé aux US aussi, je suis allé en Angleterre, je suis allé à Dubaï. Mes investisseurs, ils sont là. Et en fait, ici, c'est exactement pareil. Tu as deux financeurs, on va dire, que sont la Sofidet et Invest. Ils sont tout petits, je suis d'accord. Mais dis-toi que c'est pas beaucoup mieux que Paris il y a 12-13 ans. Ça, j'ai pas raconté mon histoire perso à ce moment-là, mais moi, quand j'ai créé ma première boîte, j'étais encore en études. Je suis viré de l'école parce que je faisais de l'entrepreneuriat à côté. Et puis, bon, ils m'ont rappelé 3 ans plus tard pour ouvrir la chaire entrepreneuriale de l'école. Mais c'était ça le mindset à cette époque-là. Donc ça, c'est pas très différent en fait d'ici aujourd'hui. Et c'est vrai que tu as des profils comme nous qui sont plutôt allés chercher ailleurs, qui ont ramené ensuite. Et c'est vrai que c'est ça qui a donné lieu à une espèce de 5, 6, 7 ans, là, un peu de folie à Paris. Ça s'est bien calmé là, quand même. Je te rassure, depuis quelques temps, c'est moins la fête. Et il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas ici, en fait. Tant que tu as des talents, tu as des idées, et ton marché, alors là je parle plutôt d'entreprises qui auraient un marché qui peut dépasser les frontières de la Polynésie. Mais je sais pas, je regardais les pitchs tout à l'heure, le premier projet Natural, non il est parti je crois, le projet sur les algues, c'est des projets qui évidemment vont naître ici, mais que tu peux exporter partout dans le monde, tu vois. Et donc ça peut intéresser des investisseurs partout sur la planète, ce truc-là. Il n'y a pas de raison. Et tu vois, aujourd'hui, je sais pas, tu regardes, moi mon invest qui est à Dubaï, il a investi au Nigeria, il a investi au Laos, il dit je regarde même plus la nationalité du porteur de projet, je m'en fous. Le seul truc que je veux, c'est qu'il parle anglais, c'est tout. Donc je pense qu'il faut s'affranchir un peu de cette contrainte-là. Il faut peut-être jouer un peu moins avec les règles du jeu ici. Et si tu as envie d'un projet global, hein. Et après, et il n'y a pas de problème, si l'ambition c'est de créer un truc pour ici, évidemment, il faut le sizer et le mettre en forme pour que ça rentre sur un marché de quelques dizaines ou quelques centaines de milliers de consommateurs grand max, quoi. Ça dépend du projet. Mais en tout cas, un projet qui a l'ambition de réussir, commencer ici et ensuite partir à l'étranger, il peut carrément le faire depuis ici. Il n'y a pas de problème. Il n'y aura pas de préjugé d'un investisseur américain sur le fait que tu viens de Tahiti. Voilà, là où il y a un autre point sur lequel je rebondis, c'est celui de la mise en relation, celui de l'accompagnement. Alors je devrais pas forcément peut-être dire ça, mais en fait moi je suis pas forcément convaincu que l'accompagnement ça soit une fin en soi. Ce qui est vraiment important, c'est plutôt
je pense qu'on va pouvoir vous apporter, c'est des événements comme aujourd'hui, en fait, de pouvoir vous mettre en réseau, puisque comme le disait Guillaume, en fait, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir parler avec des pairs, en fait, de pouvoir échanger sur les challenges. Et on en parlait un peu tout à l'heure, on a bien dit que c'était une bêtise de ne pas vouloir parler de son idée, par exemple. Et en fait, ce truc-là, aujourd'hui, et surtout en Polynésie, il joue un peu contre nous, puisque en fait, on reste un peu chacun dans son coin et on a un peu peur de se rencontrer, d'échanger. Alors, c'est facile à dire comme ça, il faut ensuite le mettre en pratique. Mais en tout cas, je pense que aujourd'hui, il y a des petites initiatives et il faut essayer de tous se réunir pour pouvoir échanger et essayer de partager des trucs qu'on a appris et se faire mutuellement monter en compétences. Mais à la différence aussi de Guillaume en 2009, aujourd'hui, il y a, comme il l'a dit, il y a The Family qui est passé par là et il y a énormément de contenu qui est disponible sur des outils auxquels on a tous accès aujourd'hui. YouTube, c'est une mine d'or d'informations, de désinformation aussi, parce qu'on peut beaucoup s'y perdre. Mais il y a énormément de contenus très intéressants qui peuvent te permettre de te former et de te mettre, si tu veux, au même niveau que certains porteurs de projets aux États-Unis ou en France. Un des trucs qui est vraiment important, dont on a parlé ici, c'est la passion et c'est la dedication, on dit en anglais, l'engagement dans ton projet et l'engagement dans ton envie d'apprendre aussi, qui vont te permettre de comprendre vraiment les bons mécanismes pour te financer localement, de voir qui fait quoi, de t'en rapprocher, et peut-être in fine, tu vois, comme disait Florent, si tu as besoin d'aller chercher un investisseur, de ne pas forcément chercher un investisseur ici. Le petit souci, c'est qu'en fait, en restant un peu ici, en restant un peu dans notre bulle, on a tendance à oublier des fois ce qui se passe ailleurs, et du coup, quand on va ailleurs, on se prend un peu des claques sur le niveau. Et donc, l'idée, ce serait d'essayer de se mettre au niveau ici. Et je pense que à partir du moment où tu te mets au niveau ici, tu peux aller chercher des financements partout. Ouais, il faut bouger. Toi, tu es allé à Chicago. Moi, j'allais à San Francisco non-stop dans ces années-là, 2010-2011, pour me nourrir d'un écosystème qui était beaucoup plus mature que celui qu'on avait à Paris. Là, tu es à 8 heures de vol de San Francisco. Tu as un vol tous les 2 jours. Tu peux y aller, tu y vas 3 jours, tu rencontres des gens qui montent leur boîte, tu regardes comment ils font leur BP, tu regardes comment ils font leur deck, tu regardes comment ils pitchent, et en fait, tu apprends comme ça, quoi. Ouais, il y aura une dernière question après. Merci pour cette réponse. Enfin, c'était pas forcément pour trouver l'investissement absolument. Effectivement, c'est juste pour aussi communiquer sur le fait que même si l'accompagnement n'est pas une fin en soi, pour le coup, je suis formé, j'ai un master, j'ai passé 1 an et demi à San Francisco en 2018, donc à ce niveau-là, j'ai aucun problème. La seule chose, par exemple, que j'en fais, c'est que on parle d'innovation, et aujourd'hui, pour m'entourer, en fait, je trouve relativement peu d'écho pour trouver des partenariats, pour trouver des associés. Et donc à tel point finalement que cette année, je me suis réinscrit à l'UPF pour devenir un auditeur libre, pour trouver finalement des personnes qui s'autorisent à arriver, qui sont les étudiants qui vont être diplômés. Donc c'est un peu ma manière de hacker le système local. Et donc c'est à ce niveau-là finalement que je voulais communiquer. Mais merci beaucoup. Non, mais je suis d'accord avec toi. Ici, de toute façon, faut voir, la salle n'est pas très remplie. Donc, c'est sûr que la passion pour l'entrepreneuriat, au sens start-up du terme, est pas encore au niveau de ce qu'elle pourrait être. Et en effet, trouver un associé, c'est pas évident. Libre à toi d'aller chercher ailleurs et de le ramener ici, tu vois. Ça marche. Moi, à la base, Max, il voulait pas revenir en France. Donc je lui ai dit, viens à Toulouse, tu vas voir, c'est sympa, on y mange bien et tout ça. Et je lui ai préparé un programme de 3 jours en intensif. Lui, il était en Asie, il se baladait, Vietnam et tout ça, il voulait être digital nomade. Et je l'ai taffé et il a fini par s'installer là et c'est comme ça que voilà. Mais j'ai dû le pitcher fort. Oui, bonjour. Moi, je vais poser une question sur le temps. Alors, je sais qu'il y a 3 choses importantes, c'est savoir ce qu'on fait de son argent, savoir ce qu'on fait de son temps et savoir ce qu'on met en soi. La question sur le temps, c'est ce sur quoi je travaille beaucoup en ce moment sur moi-même
parce que voilà, on doit se nourrir et vivre et à côté bâtir. Souvent j'ai deux discours qui reviennent à chaque fois. Le premier c'est travail 24 heures sur 24 au détriment de ta santé, travail dur, 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 et à côté on dit tempérance. Donc j'ai deux discours qui reviennent à chaque fois. Travail dur, à fond, pense pas à ta santé et tout. Et à côté, l'équilibre, c'est important. Donc concrètement, je pense que les réponses seront variables en fonction de beaucoup de choses. Les premiers pas au milieu du projet, lorsque le projet aura pris 15 ans. La question, c'est sur 4 périodes, donc sur 24 heures, sur 7 jours, sur 1 mois et sur 1 an. Concrètement, vous travaillez combien de temps sur ces 4 périodes? Ou bien, quels conseils aurez-vous à donner en fonction de votre expérience pour nos jeunes entrepreneurs qui n'est pas encore assez discipliné sur son propre temps? Voilà, c'est ma question. C'est une table ronde entière, ça, la gestion du temps. On se marre parce qu'avec Guillaume, on est dans un groupe de CEO où on bosse ensemble sur nos problématiques perso et ta question, elle revient à peu près à chaque fois. Et donc, je ne suis pas sûr qu'on ait une réponse hyper précise à apporter. Moi, en 2 mots, la quantité de travail, je ne sais pas la chiffrer parce que tu as tout ton téléphone, tu as tes mails, donc en fait, c'est un peu tout le temps. Après, de travail effectif de production, c'est, je sais pas, 50, 60 heures semaine, je pense, un truc comme ça, 10 heures par jour, tu vois, 10 grosses heures par jour. Après, je m'assure d'avoir des moments pour moi, ça c'est hyper important. Alors les 2 premières années, je bossais quand même beaucoup, soir et week-end inclus. Maintenant, je n'ouvre pas mon ordi du week-end, une fois que je suis chez moi, je suis chez moi. Et je trouve qu'il y a quand même t'as intérêt à structurer un petit peu ton temps. Et même si tu bosses beaucoup, il faut que tu sois sûr de bosser de manière hyper efficace. Et 2, il faut te ménager des espaces pour prendre soin de toi. C'est un marathon, c'est pas du tout un sprint, c'est un très très long marathon. Donc, il faut l'envisager de la même façon. Il faut que tu te dises, putain, ça peut durer 10 ans. Donc en fait, est-ce que sur le rythme que j'ai en ce moment, je peux tenir ces 10 années ou pas? Si la réponse est non, c'est plutôt que tu es un peu trop dans le rouge et il vaut mieux ralentir un peu. Ouais, je sais pas, effectivement, c'est compliqué, ça dépend de la phase dans laquelle tu es. Je peux peut-être te partager ça. Moi, au début, c'était... de toute façon, il faut aimer bosser quand tu fais ça. Si tu n'aimes pas bosser, si tu te dis que tu vas bosser 30 heures semaine, ça ne marchera jamais. Il faut choisir un autre métier, je pense. Mais par contre, les premières années, en gros, je prenais le dimanche, en général. Et je travaillais tout le temps sinon, 10 à 12 heures par jour, ouais. Après, c'est pas pour ça que je travaillais efficacement. Et ça vient avec le temps, justement. Moi, j'ai eu un déclic. Un jour, je me suis dit, je vais aller jusqu'au burn-out. Et à un moment, je me suis dit, mais attends, mec, tu veux faire ce métier toute ta vie, tu peux pas faire ça. Les 4 ans que tu as passés, tu peux pas faire ça toute ta vie, en fait. Et ça revient à ce que tu dis, là. Et donc, il a fallu que je trouve un système. Et en fait, c'est de trouver un système d'équilibre. Mais c'est pas un équilibre pro-perso comme on peut, je pense, dont on peut entendre parler. Non, il faut que tu trouves à chaque fois ton équilibre. Et ton système va devoir changer avec la croissance aussi, parce que tes missions, ton rôle change, le contenu de tes journées change constamment. Et ça, tu vas jamais faire la même chose d'une journée à l'autre, d'un mois à l'autre. Et ça fout bien la merde dans ton système. Et c'est pour ça qu'on en parle autant. Moi, je me rends compte que maintenant, je passe beaucoup plus de temps à formaliser des trucs, à embarquer les équipes, à préparer des speeches. Et donc, il faut que je devienne meilleur là-dedans. Et ça, tu vis avec ça aussi. Il y a plein de temps où tu te réveilles la nuit. C'est pas le métier idéal pour dormir bien. Je regarde ma femme parce que elle sait que souvent la nuit, je suis réveillé de 3 à 5. J'aime bien ça, 3 à 5. Mais en même temps, ça fait partie de mon système et je travaille de 3 à 5. Mais je ne suis pas en train de faire un truc sur l'ordi, mais je réfléchis, je note. Donc c'est un peu le pro et le perso. C'est la même chose, c'est un équilibre et en même temps, il faut arriver à cloisonner. Et j'arrive à dîner avec mes enfants tous les soirs et je ne travaille pas le soir et rarement le week-end.
Mais ça, c'est quand je suis devenu un peu plus professionnel. Parce qu'au début, tu sais pas travailler et de toute façon, tu fais ce qu'il faut pour ton projet. Ouais, comme tu as dit, il y a un truc qui est important, c'est la discipline. Je pense qu'on ne l'a pas vraiment abordé là, mais c'est un peu impliqué. On a parlé de priorisation, c'est vraiment important de prioriser, mais du coup, c'est aussi important de te discipliner, enfin de se discipliner perso et d'arriver à définir, comme disait Guillaume, son système. Si son système, c'est de pouvoir bosser de 3 à 5, ça ne veut pas forcément dire que c'est le même pour toi et que ça doit être celui-là. Hein. Il y a énormément de vidéos de faux vendeurs de bonne aventure en disant les CEO se lèvent à 5h du mat. Non, il y a des très bons CEO qui se lèvent à 9h et qui travaillent jusqu'à 15h et puis en fait, et puis qui reprennent un moment une partie de leur soirée. Moi, je sais que, moi, ce qui a marché pour moi, c'est de mettre des process sur ce système. Et j'ai par exemple mon calendrier, aujourd'hui je ne peux pas vivre sans mon calendrier. J'ai cherché des applications de calendrier qui matchaient carrément mes besoins. Et tu vois, aujourd'hui, je sais que j'ai besoin de... Moi, je travaille bien le matin sur des sujets profonds. Et donc, si je veux prendre des rendez-vous, je ne prends pas des rendez-vous le matin, idéalement, parce que c'est le moment où je travaille le mieux. Et l'après-midi, juste après manger, je n'ai pas forcément la tête à me poser sur des sujets très, très profonds. Et du coup, j'ai un peu de temps pour faire ces trucs-là. Ça, c'est moi. Et je pense que Florent et Guillaume ont des systèmes qui sont un peu différents. L'important, c'est surtout de t'écouter toi, parce qu'en effet, le burn-out, il est vraiment catastrophique et il est destructeur. Enfin, vraiment, tu perds tous tes moyens et c'est mieux de prévenir que guérir. Pour le coup, là, ça marche vraiment. Enfin, ça prend tout son sens, cette phrase-là, là-dedans, parce que c'est très dur d'en ressortir, alors que d'essayer de se ménager un peu et du coup de travailler, de comprendre son système, ça permet de tenir sur la durée. Après, c'est pas vrai. En fait, j'ai une méthode. Avec ma méthode, tu vas voir, c'est incroyable. Ça s'appelle Brain at Work. Lis ce bouquin. Ce bouquin, il a changé ma vie. J'ai pris pratiquement 50% de plus de productivité. Il est en français aussi. Mais Brain at Work, ça a changé ma vie. Merci. Et il y a un truc qui est sûr, c'est qu'il faut que tu prennes soin de toi avant tout. Parce que si toi, tu n'es plus en capacité de travailler, il n'y a plus de projet. Hein. Donc, ça passe avant tout le reste. Allez, on va prendre une dernière question et puis après on va vous libérer, vas-y. Ok, j'ai pas assez de coffre. Ok, ça marche. Alors tout à l'heure, vous parliez du fait qu'il faut oser parler de son projet, il ne faut pas avoir peur qu'on se fasse piquer son idée, etc. Parfois, on n'est pas expert dans son domaine et on veut se tourner vers des experts. Et le risque, c'est que quand même, parfois, ils sont en manque d'inspiration, ils peuvent du coup se servir sans forcément nous nourrir et on se retrouve quand même, finalement, dépossédé un peu de son truc et ils ont déjà un réseau, ils ont déjà les financements, ils ont déjà les connaissances que nous on n'a pas, donc en fait c'est quand même très risqué finalement de parler de son projet. Donc comment définir le bon moment pour en parler, les bons interlocuteurs et quelle est la juste mesure des choses qu'on partage aussi, si vous pouviez donner quelques indications par rapport à ça, ça serait bien, merci. Est-ce que tu as un exemple de projet qui s'est fait voler par quelqu'un purement et simplement, où la personne n'avait jamais eu l'idée avant et elle s'est dit j'ai rencontré cette personne, je vais lui piquer son truc, je vais quitter mon job, je vais aller chercher des financements pour faire ce truc-là. Quelqu'un qui bosse sur un sujet plutôt similaire avec juste une nuance, je sais pas, par rapport à un matériau, par rapport à... T'as trouvé un associé, c'est génial. Non, j'ai pas d'associé. Non mais ça te permet de trouver un associé en fait. En fait, on rigole un peu, mais évidemment, tu vas pas pitcher ton projet à des gens, tu sais, qui pourraient être concurrents. Ce serait de la bêtise pure et simple, tu vois, de faire ça. Si tu as une équipe en place, tu as un projet, tu as une idée, tu es en train de bosser dessus, si tu sais qu'eux, ils bossent sur un truc similaire, tu vas pas les voir. Ça, on est d'accord. Mon point tout à l'heure était plus de dire, dans un contexte comme celui-là, dans des réunions d'entrepreneurs, pitch ton truc. Parce qu'au pire, on te dira quoi? On te dira « Ah putain, ça me fait penser à un tel qui bosse sur ce truc-là, tu devrais le rencontrer. » Attends, mais moi j'ai rencontré un investisseur la semaine dernière qui m'a dit qu'il voulait investir dans ton domaine. Et en fait, je ne dis pas que tu ne vas pas créer de négatif en faisant ça.
tu vas filer un peu des infos, tu as un concurrent qui va se dire ah bah tiens, là on est là, vache, faut qu'on accélère et tout. Mon point est juste de dire, tu vas créer plus de positifs que de négatifs en faisant ça. Et après, ce que tu partages, tu vois, aujourd'hui, je suis hyper transparent. Franchement, je balance mes chiffres à tout le monde, je m'en fous. Je balance les sujets sur lesquels je bosse à tous mes concurrents, parce qu'en fait, je suis tellement persuadé qu'on est meilleur et qu'on va plus vite. Mais ce qui est vrai, enfin, c'est pas la bête prétention, tu vois, je le vois dans les faits. En fait, quand je dis, tu vois, là, on s'apprête à lancer un truc sur le paiement, on va pouvoir payer les gens dès qu'ils sortent de leur journée de travail, boum, ils appuient sur un bouton, ils sont payés. Moi, je sais que j'ai toute l'infrastructure derrière qui me permet de traiter ça. Mes concurrents, je sais qu'ils rêvent de le faire. Il leur faut 6 mois pour implémenter un truc pareil. J'ai aucun problème de leur dire que je suis en train de bosser là-dessus. Tu vois. Je sais que je le lancerai avant. Et au contraire, c'est plus un moyen presque de leur faire peur dans ces moments-là. Donc ça, c'est à toi de doser en fait, ce degré de transparence que tu vas avoir. Il faut être un peu malin. Tu vois, quelles informations tu veux qui circulent sur le marché, sur toi? Est-ce que tu veux... vache, elle va hyper bien, son projet il avance hyper vite. Donc ça, c'est à toi. Tu vas te donner une teinte à l'information que tu partages. Mais ce qui est sûr, c'est que parler de ton projet t'amènera plus d'opportunités que de concurrents, ça c'est sûr. Et en plus, tu vas affiner ton pitch, parce que ton pitch il est nul aujourd'hui. Et quand tu l'auras pitché 150 fois, il sera beaucoup moins nul en fait. Et si tu n'en parles pas, ton pitch il sera jamais bon. Et si ton pitch est pas bon, tu ne vas pas trouver d'associés, de clients, de salariés. Ton pitch, il faut que tu vois dans les yeux à quel moment les gens ça s'allume dans leur tête. Et ça, tu peux le faire qu'en pratiquant. Et donc, ça va vraiment avec les choses de... c'est le super positif du truc, en fait. Moi, j'ai un petit élément de réponse aussi par rapport à un projet qui nous a remonté une situation similaire. En fait, aujourd'hui, il nous a dit « Je ne veux pas exposer mon projet parce que j'ai peur qu'on me pique l'idée ». Et donc, ici, on est dans un contexte où, en effet, quand tu n'as qu'une idée et que tu n'as pas forcément les moyens, en fait, c'est par rapport à la qualité de l'information qui est partagée et à la qualité du travail qui est mis dedans que la différence se fait. Le projet, au final, il m'a dit, moi, j'ai pas encore importé mes machines, donc j'ai peur que si j'en parle trop, en fait, les machines, on va me les bloquer à la douane, ou alors il y a quelqu'un qui va les importer avant moi et qui va le faire. Là où je mets une petite nuance, c'est que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est, tu as dit quelque chose qui est assez intéressant, tu as dit, on va voir les experts. En fait, pour moi, il faut que ce soit toi l'experte. Et l'expert, en fait, ton expertise, tu l'as construit au fil du temps, tu te l'as construit en construisant et en rencontrant des gens, en effet, tu partages des bribes d'informations. Évidemment, si tu as une petite secret de sauce, tu vas pas aller partager, par exemple, ton fournisseur si t'importe quelque chose, tu vois. Mais c'est quand même bien d'en parler, c'est quand même bien d'échanger pour au moins reconnaître les acteurs, identifier ton marché, tu vois. Et puis, au moment où tu jugeras, au moment où tu seras bien lancé, comme disait un peu Florent, il ne faut pas du tout avoir peur de parler de la chose, tu vois. Mais il y a un petit réflexe qu'on a ici, c'est de se dire, j'ai pas forcément la compétence, je vais recruter quelqu'un, ou je vais chercher un expert, ou souvent c'est je vais prendre un prestat en fait. Et pour moi, là où toute la différence se fera dans la pertinence de l'info qui est partagée et dans la peur de en fait, se faire piquer l'idée, c'est le travail que tu auras mis et la longueur d'avance en fait, que tu auras sur toutes les personnes qui pourraient vouloir en saisir l'opportunité. Tu vois, quand Florent il parle de son sujet, lui, la longueur d'avance qu'il a, c'est le temps à produire la chose. Il sait qu'il est en avance sur ses concurrents. Toi, si tu as fait énormément de recherches et que, en fait, je dis une connerie, tu vas importer un nouveau type de bouteille d'eau, si toi ton pitch c'est de dire je veux importer un nouveau type de bouteille d'eau qui aura tel et tel et tel argument, voilà, mais que t'as pas dit d'où tu l'importais, à combien ça te coûte, de qui tu l'importes, etc. En fait, le fait de connaître, de maîtriser ton projet, t'auras un avantage par rapport aux gens, et c'est ce qui fait qu'en fait tu devrais pas avoir peur d'en parler pour moi. Je connais personne qui m'a reproché ce conseil, tu vois, d'en parler, personne. Je pense que tu as vraiment que du positif qui peut en ressortir. Super. Merci beaucoup Florent, Guillaume. On peut les applaudir. Merci aussi à vous.